gouvernement de l'Union sacrée, où trouver le moyen pour financer le projet des infrastructures et le développement en 3 ans? Comment est-ce que Sama Lukonde, notre nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo, va-t-il trouver ces moyens avec ces budgets maigres que nous avons pour répondre à tout le besoin qui se présente en République démocratique du Congo aujourd'hui en dehors de notre budget? Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des moyens? Que faire? Quelles sont les stratégies qu'il faudrait mettre en place pour réussir, pour faire réussir, je voulais dire, le gouvernement Sama Lukonde? Mesdames et messieurs, nous avons un économiste dans cette émission que nous recevons aujourd'hui, mais avec lui, nous allons parler économie, infrastructure et développement. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement, que j'ai le royal plaisir de vous présenter ce jour. Bienvenue. Honorable Aldo Loadi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et bienvenue, encore une fois de plus. D'entrée de jeu, le chef de l'État venait de lancer 2 projets qui se réaliseront d'une manière concomitante, c'est-à-dire le projet Tshilé-Gelou, qui va doter la ville de Kinshasa de 40 km, et le projet moderne construction de 13 km. Vous avez suivi, c'était passé sur les antennes de la RTNC. Un commentaire par rapport? D'abord, je commence par vous dire encore une fois de plus merci. C'est la 2e fois que vous me recevez sur votre plateau. Donc ça veut dire que vous portez quand même un intérêt particulier sur mes analyses. Je tiens sincèrement de vous dire que votre émission est toujours suivie avec beaucoup d'intérêt par des hommes bien avisés. Merci. Cela ne tienne, je crois que je ne peux qu'applaudir. Vous savez, moi j'ai toujours été pour tout celui ou celle qui tient à booster l'économie de notre pays, à l'occurrence le chef de l'État. Je crois qu'il a cette mission, c'est dans ses attributions, c'est son devoir. Et lorsque je sens qu'il est déterminé, vous savez, à Kinshasa en particulier, le problème qui se pose d'embouteillage, le problème des routes qui se pose avec acuité, c'est normal et je ne peux que le féliciter et qu'il puisse aller encore de l'avant. Et aussi pour le Kassai, je crois que ça doit être pour le Kassai, le Kassai occidental. L'espace Grand Kassai, dans le cadre de ce projet, c'est 100 km. C'est le centre du Congo. Je crois que c'est déjà un signal qu'il est en train de donner à l'actuel Premier ministre, au futur gouvernement, parce qu'il y a la promesse, il y a le projet qui est là, mais il faudrait que finalement le gouvernement puisse les réaliser pour que finalement le Congolais puisse retrouver son compte. Tous ces 2 projets, ce sont des partenariats publics-privés. Le gouvernement n'a pas assez de moyens avec le budget de l'année 2021. Où est-ce que la République peut trouver des moyens en dehors de ce budget pour essayer de répondre tant soit peu aux problèmes des infrastructures en République démocratique du Congo, pour ne pas dire Kinshasa? Vous savez, Aimé, lorsqu'on a la volonté, lorsqu'on est déterminé et lorsqu'on met toutes les stratégies en marche, je suis convaincu qu'on finit toujours par trouver le moyen. Certes, le Congo, Kinshasa, a des problèmes. Les budgets, nous allons revenir. Vous allez vous dire d'ailleurs que le Congo, aujourd'hui, à ce qui concerne le classement qui vient d'être publié par la BAD, nous sommes au 50e, ce qui n'est pas acceptable. Mais vous allez aller plus loin, vous allez voir que le Nigeria, qui en termes de superficie, qui est plus petit que nous, a 581, suivi de l'Égypte, 320. Et après l'Égypte, il y a l'Algérie, si je ne me trompe pas, et qui a 315. Le Congo-Brazza, 12 milliards, 277 ou 277 pour l'Angola. Et le Rwanda, 20 milliards. Donc, quand vous comparez, on sent qu'il y a un problème. Alors, la question est claire. Où trouver, où le gouvernement Sama va trouver l'argent? La réponse est simple. Nous avons le budget qui a été déjà voté. Lui ne va que subir. Le gouvernement qui arrive va que subir. Lorsqu'il est allé voir le président de la République, il a dit que si le gouvernement prend du temps, c'est parce que
non pas seulement il faut tenir compte de la géopolitique en ce qui concerne la formation du gouvernement, mais aussi il faut tenir compte des amendements qu'on apporte au budget, au programme du gouvernement. Ça veut dire qu'il est bien avisé qu'avec le budget qu'on a, qui a été voté, il ne saura rien faire. Donc, c'est que la première chose que je lui demande, c'est de prendre des réformes. Des réformes qui doivent affecter l'administration fiscale. Réforme au niveau de la DGI, réforme au niveau des douanes et assises, réforme au niveau des GERAT et même tous les services mobilisatrices de recettes. Parce que moi j'ai toujours dit, les systèmes fiscaux que nous avons, je crois que nous devons les considérer comme un système obsolète. Pourquoi? Parce que un système déclaratif, c'est-à-dire que l'opérateur économique doit venir de lui-même, dire bon voilà j'ai réalisé ça, j'ai produit ça, j'ai réalisé ça, voici ce que je dois donner à l'État. C'est pourquoi, ce n'est pas l'objet de l'émission aujourd'hui, mais je me dis que déjà au niveau du budget, il faudrait, comme il y a de l'amélioration, et vous devez savoir aussi que les budgets ne sont que des prévisions. Ça veut dire que s'il y a une amélioration, des amendements qu'on va apporter tout au long de l'exercice budgétaire, et que l'administration fiscale et que les réformes sont prises de manière courageuse, de manière déterminée, je crois que nous pourrons aller au-delà. Parce que je ne peux pas comprendre que d'autres pays, des pays africains limitrophes et même d'autres pays africains, qui se trouvent dans le même environnement aimé comme le Congo, qu'ils arrivent à mobiliser autant d'argent en termes de budget que le Congo qui renferme beaucoup de ressources sous-sol, beaucoup de ressources et n'arrive pas à réaliser ça. Donc voilà, il y a d'abord le premier point au niveau du budget. Ensuite, donc vous croyez qu'avec les réformes, on peut avoir beaucoup de moyens. On peut améliorer la trésorerie. Ça c'est sûr. Et je crois que le Premier ministre me suit. C'est de prendre des réformes au niveau de l'administration fiscale et aussi envisager de créer d'autres sources. Pourquoi pas? Je vais aller plus loin. Regardez les 5 dernières et même depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Soyez-en sûrs qu'avec le budget que nous avons toujours eu, ça ne finance essentiellement que le fonctionnement des institutions. Or, votre émission est intitulée « Infrastructure et développement ». Donc, pour penser aux infrastructures, au développement dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la misère, nous ne pouvons pas compter essentiellement sur notre budget. C'est pourquoi moi j'ai dit, au-delà du budget qui est déjà maigre, comme vous l'avez dit, que je demande au Premier ministre avec des réformes qu'on doit prendre pour améliorer l'assiette fiscale, il faut ensuite mettre une bonne politique monétaire. C'est possible. C'est possible. C'est possible aujourd'hui que la République démocratique du Congo atteigne même plus de 15 milliards de dollars américains dans le budget. Je pense que moi, je peux même aller plus loin. Oui, je pense que les gens vont se moquer de moi, mais je me dis, si les réformes sont suivies et qu'il y a lutte l'impunité, et qu'il y a lutte contre la corruption, et qu'il n'y a pas coulage des recettes, comme on l'a dit dans le gouvernement passé, je suis convaincu que la République démocratique du Congo peut se doter d'un budget de 100 milliards. Ça, je vous dis, 100 milliards de dollars américains. Je suis convaincu. C'est pas un rêve. Non, non, ce n'est pas un rêve. Peut-être que vous allez dire, mais vous allez me dire 100 milliards de dollars américains. Mais ce pays, comme le Nigeria qui est à 580 milliards de dollars, quel est le miracle qu'ils ont? L'Afrique du Sud qui est le deuxième, qui tourne autour de 380-340 milliards de dollars. Quel miracle! Donc il n'y a pas le miracle, il y a un problème de volonté, il y a un problème de réforme qu'on doit prendre avec détermination et courage. J'ai reçu quelqu'un sur ce plateau qui nous a parlé de plus de 15 milliards. Dieudonné Fikiri, c'est un sénateur. Bon, peut-être moi peut-être que j'ai exagéré, mais nous sommes dans le même esprit. Oui. Nous avons le même esprit, c'est-à-dire que des réformes, je ne dis pas que c'est 100 milliards, c'est des baguettes magiques demain ou après-demain, non. Mais si nous prenons les réformes, aujourd'hui nous pouvons passer de 4 milliards à 15 milliards, et que si nous l'améliorons, dans 3-4 ans on peut arriver à 20, et dans 5 ans, 6 ans nous pouvons arriver à 100 milliards. Ce n'est pas impossible. Juste question de volonté. Mais question de volonté. Et un autre aspect, c'est que nous, n'oubliez pas qu'en termes des infrastructures de développement, parce que nous sommes dans ça, parce que c'est ce qui doit booster le développement, c'est les infrastructures des plans de développement, hein, pour ne pas me répéter, c'est que nous ne pouvons, à l'heure actuelle, à court terme, j'allais dire, nous ne pouvons pas penser les réaliser avec les budgets tels que nous avons. Donc le gouvernement doit fournir des efforts. Quelles sont les possibilités qui s'offrent en tant qu'économiste à un gouvernement pour faire?
c'est que nous avons les partenaires bilatéraux. Ça, c'est un. Si vous voulez. Nous avons la Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux et la BAD. Nous avons ensuite les banques d'investissement et les banques de développement qui sont disponibles à travers le monde. Le vrai problème, c'est de nous organiser pour que le gouvernement Sama qui vient se dote des personnes ou des personnalités, si vous voulez, de bonne moralité, des personnes responsables. Et on s'est dit, nous ne venons pas pour nous taper de l'argent, pour nous construire des maisons et des immeubles, mais nous venons pour servir. Si nous prenons cette décision, si le gouvernement Sama prend cette résolution avec fermeté, bien sûr, je vais dire, la première des conditions, c'est l'Est. Vous ne m'avez pas demandé, il faudrait d'abord que l'Est soit pacifié. Il faut qu'il y ait la paix. Parce que je ne pense pas que nous pouvons penser, réaliser ces plans de développement tant que l'Est de notre pays est toujours dans la situation de la violence telle que tu connais. Donc il faudrait prendre des mesures, c'est la première condition. La deuxième condition, ce que je viens de dire, c'est des réformes courageuses que le gouvernement doit prendre. Mais quand vous prenez les réformes, vous le mettez en application et que ça produit des effets, même les partenaires vous trouvent sérieux. Vous dites voilà, nous pouvons aller investir. C'est à ce moment-là vous pouvez contacter, parce que nous, en économie ou en finance, si vous voulez, il y a le mode le plus court ou le plus facile d'avoir l'argent, c'est l'emprunt. Et il faut, oui, c'est le crédit. Il faut que le pays, et pour accéder au crédit, il faut que le pays lui-même donne ou offre des garanties pour le remboursement. Parce que c'est lui qui prend son argent, 5 milliards, 7 milliards pour réaliser tel projet. La première préoccupation, c'est se dire, est-ce que cet argent, je saurais, parce que la préoccupation d'un financier ou d'un banquier, est-ce que je saurais recouvrir d'abord mon capital? C'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, mais est-ce qu'il réunit toutes les conditions au-delà, la capacité qu'il a de rembourser pour pouvoir accéder au crédit? Or, un État, pour qu'on vous touche sérieux, qu'on vous donne 5 milliards, 10 milliards, 15 milliards, c'est au niveau de la stabilité d'abord des infrastructures. Qu'est-ce que j'allais dire? Je m'excuse. Des institutions, c'est ce que j'allais dire, je m'excuse un peu. Il faut, et non ce que nous venons de vivre, c'est là 2 ans, où c'est entre le président et le Premier ministre, ça ne marche pas, entre le président et l'Assemblée nationale, ça ne marche pas, entre les Sénats et les assemblées, je ne sais pas moi, les assemblées provinciales, ça ne marche pas. On a perdu comme ça 2 ans. Et on m'a posé la question il y a cela 2 ans. Nous étions en septembre, si vous voulez, à la veille de la sortie du gouvernement, le gouvernement Ilunga Ilukamba. J'avais dit que nous venons d'abord de dépenser une année sans gouvernement. Et cette année, et je crois que l'histoire m'a donné raison, aujourd'hui nous nous trouvons à la case de départ. 2 ans de gâchis. Et aujourd'hui, nous devons parler, il nous reste combien? Mais parlons de ces 2 ans. Oui. Donc il faut que l'État se crée des conditions qui permettent à ce que les banquiers ou les partenaires, les fonds monétaires, la Banque mondiale nous viennent en aide, nous donnent des moyens pour compléter sur ce qui est comme budget, de manière que le président de la République ait les moyens de financer les infrastructures. Tu connais, aujourd'hui nous avons la voie routière quasi inexistante. Mais c'est là que je voulais compléter pour vous permettre de mieux finir ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'il y a-t-il un pays aujourd'hui, pas parler du FPI, du FMI, je m'excuse, FMI, Banque mondiale, y a-t-il un pays aujourd'hui qui s'est développé avec les fonds de toutes ces institutions de Bretton Woods qui vous faites allusion? Vous m'avez posé la question, comment le gouvernement actuel peut trouver des ressources pour financer les infrastructures et les plans de développement? Exactement, mais c'est dans la même logique. C'est pourquoi je vous ai répondu. C'est pourquoi je vous ai répondu que moi, je pense, à l'heure actuelle, le budget étant ce qu'il est. Maigre, il faut qu'il y ait des réformes pour qu'on améliore les conditions de mobilisation des recettes, la lutte contre la corruption et l'impunité pour que l'essentiel entre dans les caisses de l'État, pour le gouvernement, ça ait des moyens de sa politique. Mais si les budgets de lui-même, et surtout que 80%, vous le savez, est affecté dans le fonctionnement des institutions. Donc il ne reste pas grand-chose pour les investissements et les infrastructures que tu l'as toujours prôné. Donc, où tout le gouvernement doit prendre. Donc on ne peut que recourir à l'extérieur. C'est-à-dire des banques d'investissement, banques
de développement et aussi les partenariats entre l'État et, si vous voulez, le privé. Mais il y a aussi les institutions internationales, Banque mondiale, tout ça. Mais quant à dire que est-ce que ces banques peuvent vous donner les moyens nécessaires pour vous développer, la question, j'ai dit, mais lorsque vous sollicitez l'emprunt, quel est votre objectif? Si vous l'avez sollicité pour financer les infrastructures, alors c'est que vous devez le faire avec toute bonne gestion. Mais si vous le prenez, mais en réalité ce n'est pas pour financer et que pour détourner, donc vous allez tourner, vous allez vous trouver dans une situation non confortable. Parlant de ces 2 ans, est-ce qu'aujourd'hui la République, il y a 2 projets que la République a bénéficié aujourd'hui, des projets palpables et du concret depuis l'avènement du président Tshisekedi à la tête de la RDC? Bon, sincèrement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore eu un projet que le président ou le gouvernement a dit voilà, nous avons bénéficié de la Banque mondiale. Il n'y a que ce que la Banque mondiale et les autres font, ce sont que des assistances, des appuis, comme on les appelle, des appuis budgétaires. Oui. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore un programme, à ma connaissance, tracé, déterminé, placé pour 5 ans, 6 ans, 5 ans, 2 ans, avec des objectifs bien définis. Je ne l'ai pas encore. Je disais, oui, vous avez circulé aussi dans le Congo profond, également ici à Kinshasa. Est-ce que dans les 2 ans que Félix Tshisekedi a passé à la tête de la RDC, y a-t-il un projet en rapport avec les infrastructures? Qu'est-ce qui vous a marqué? Si nous disons de faire un bilan à mi-parcours aujourd'hui. Moi, je n'aimerais pas faire ça. Je suis mal placé pour faire un bilan, sincèrement, mais bon. En tant qu'élu, oui. Je crois que le programme emblématique qui a caractérisé les 2 ans, c'est le programme des 100 jours. Vous n'allez pas dire le contraire avec moi. Oui. À Kinshasa, il y a les sautes-moutons, bien sûr avec quelques maisons, si vous voulez, des maisons qu'on devrait construire pour nos militaires. Ils ne sont pas encore finis. Et vous avez vu comment ces projets, comment il a été géré. Nous avons fini avec des procès qui jusqu'à aujourd'hui, ces procès n'ont pas encore arrivé à terme. Mais qu'à cela ne tienne, les intentions, les idées étaient très bonnes. Parce que quand un président de la République doit dire, bon voilà, il faut dégorger ce qui a comme problème, comme si vous voulez, des embouteillages, des sautes-moutons, c'est quelque chose. Lorsque on a parlé de 500, 600, 700, 8, 2000, 3000 maisons qu'on devrait construire pour nos voyageurs soldats, vous savez que c'est un secteur très sensible, donc la sécurité. Bon, on a fait ce qui a été fait. Est-ce qu'il fallait que l'argent soit détourné, une partie, comme cela s'est passé? Ce n'était pas dans les intentions du chef de l'État. Mais malheureusement, ce qui s'est passé est déplorable. Donc je crois que cette fois-ci, il ne va plus tolérer. Avec le gouvernement qui sera pratiquement formé par l'actuel, qui est très jeune, avec toute énergie, avec des ambitions déterminées, je crois que les choses vont aller de l'avant. 440 bus acquis sur fonds propres, de nouveaux bus Pimpanov. Honorable Loideau, un commentaire? Quel est votre je ne peux qu'applaudir. Vous savez, le problème à Kinshasa, et je vais en profiter pour dire le vrai problème qui se pose en termes du gouvernement, si le gouvernement doit prendre en termes de priorité, peut-être vous allez me poser cette question. À Kinshasa, il y a un problème très sérieux, le problème de l'eau et de l'électricité. Le problème de l'eau et de l'électricité et les problèmes de la circulation, le transport urbain qui pose d'énormes problèmes. Alors, comment on va résoudre les problèmes des transports? Commençons par là, parce que tu as parlé de 440. Je pense que c'est déjà un bon départ. Et surtout que c'est avec les fonds propres. Maintenant, ce que nous demandons, moi, en tant qu'élu, ce que je dois demander aux Congolais, et aux Congolaises et les Quinoises en particulier, c'est de veiller. Parce que quand il y a des événements, ils sont les premiers à casser. Mais lorsqu'on casse, ce n'est pas le chef du gouvernement. Ce n'est pas le Premier ministre Sama qui va monter sur ces bus. Ce n'est pas le président de la République Fachi qui va monter. C'est la population. Alors la population doit veiller. C'est un patrimoine de l'État congolais qu'il faut respecter. Donc, et sinon, vous répondez à vos actes. Donc c'est une bonne chose, c'est un bon départ. Et que ces bus soient bien gérés. Un bon comité de gestion qui doit veiller pour que, c'est vrai que les montants qu'on demande en termes de transport
s'il faut que l'État, à ce niveau, le problème qui est là, doit voir comment subventionner ces secteurs. Deuxième problème, le problème de l'eau et de l'électricité. Là, j'en profite parce que vous m'avez demandé. Premier ministre, ce que je vous demande, dès que vous prenez les fonctions, mettez autour des tables les ministres de l'énergie, les ministres des finances, les ministres du portefeuille, les ministres de l'économie et les deux responsables, le comité de gestion, la SNEL et Régie des eaux autour d'une table. Réfléchir, quels sont les problèmes clairs qu'on pose de manière qu'on puisse résoudre d'une manière définitive le problème de l'eau et de l'énergie. Non pas seulement à Kinshasa, même dans toutes les grandes villes. Parce qu'on ne peut pas comprendre un pays comme le Congo, qui a pratiquement le cours d'eau partout, et que nous puissions avoir des problèmes de l'eau. Et ce sont des infrastructures de machines qui posent problème, à Yinga, ou ici dans les différents secteurs, ou quel est le problème? Si c'est le problème de moyens qui se posent, c'est-à-dire le problème des moyens peut se situer à des niveaux. Au niveau des investissements de ces deux sociétés régies de la SNEL, ou ça peut être au niveau de la gestion quotidienne, c'est-à-dire les fonds de roulement qu'il faut mettre à la disposition de ces sociétés. À ce moment-là, l'État doit se poser la question, qu'est-ce que moi, l'État, gouvernement Samba, je dois à ces deux sociétés? Parce que n'oubliez pas qu'en réalité, ces sociétés ont des problèmes de gestion. Et ces problèmes de gestion demandent des moyens à tout moment. C'est-à-dire qu'il faut que les trésoreries soient toujours prêtes pour faire face aux aléas de gestion. Il faut acheter les matières premières, par exemple, parce qu'on l'a dit. Mais ils envoient la facture, ils envoient les factures auprès des populations qui n'ont pas assez de moyens. Voilà, mais ils ne donnent pas une bonne qualité de service en retour. Mais s'ils ne donnent pas la qualité de service en retour, j'aimerais parler à la place de ces deux sociétés. Oui. Et ça, en tant que gestionnaire, en tant qu'un élu. Mais ces sociétés ne peuvent donner des résultats, un travail que lorsque elles ont des moyens nécessaires de leur politique. Et surtout que quand bien même le Premier ministre Muzito avait demandé l'ouverture du capital pour ces sociétés, que ce soit des sociétés commerciales, je crois que jusqu'à aujourd'hui, ces sociétés sont toujours détenues par l'État comme principal actionnaire. Oui. Donc l'État doit se poser la question, ou doit poser la question claire et nette. Que faut-il faire pour résoudre définitivement le problème des délestages et le problème de manque d'eau dans des robinets des Congolais? Ça, c'est très capital. Parce qu'à ce moment-là, vous allez me dire que ça serait une priorité pour moi, une priorité des priorités. Et si l'État doit payer de l'argent à ces sociétés, qu'il les fasse. S'il n'a pas l'argent à court terme, c'est de se constituer comme garant auprès des sociétés commerciales ici, qui peuvent donner 1 million, 2 millions, 3 millions, pour que ces sociétés-là aient des moyens de leur politique, c'est-à-dire comment acheter les intrants, comment acheter les matériels pour la SNEL, comment renouveler leurs installations. Et aussi, parce que n'oubliez pas que ces problèmes, nous commençons à les constater ces 10 dernières années. Mais les années passées, on n'avait pas ces problèmes très sérieux en termes de manque d'énergie, en termes de courant, en termes de l'eau. Mais le vrai problème aussi, c'est que la population, il y a de cela 10 ans, 15 ans, n'est pas la même. Il y a une forte croissance. Voilà. Une très forte croissance. Dit, la gestion, c'est s'adapter à son environnement. Donc il faut absolument que, pour le moment, qu'on résout ces problèmes-là, qui est un problème capital qu'il faut résoudre. Deuxième problème, quelle sera la priorité ou troisième priorité du gouvernement Samba? Oui. La priorité, c'est de voir comment créer une classe moyenne. Parce que le Congolais aujourd'hui, en dehors de ceux qui travaillent, et encore, je vais aller plus loin, en termes de la population qui travaille, laquelle, en dehors peut-être de ceux qui sont dans la fonction publique, et quelques sociétés qui ne font que se plaindre. Donc il faut que l'État crée des petits projets dans le cadre des infrastructures, dans le cadre des plans de développement. Comment améliorer le route des desserts agricoles? Je t'ai toujours dit que c'est ça, priorité des priorités. Vous m'avez posé encore une autre question, que comment arriver, centre dans ces cadres-là, comment arriver à les 3 ans qui nous restent, est-ce que le gouvernement Samba peut être en mesure de relier les différentes provinces? J'aimerais aborder ces sujets-là, parce que ça m'a toujours intéressé. Vous savez, moi j'ai eu à discuter une fois avec un opérateur économique belge, congolais, mais ça qui m'a dit, mais vous savez, le vrai autoroute du Congo, c'est le fleuve Congo. Et ce que j'ai dit, le président de la République, le Premier ministre, ils peuvent consulter les archives de nos colons, ce qu'ils avaient. Pourquoi nous ne pouvons pas donner
le gouvernement Samba doit mettre comme priorité des priorités les balisages de notre voie fluviale. Quels sont les axes qu'il faut retenir? Le fleuve Congo. Oui. De Kisangani jusqu'à Kinshasa. Autrefois, dans l'autre émission, je l'avais souligné. Oui. C'est très important. Combien de provinces qui sont concernées? Vous avez le Grand Équateur avec ses 5 provinces. Vous allez prendre une partie de Bandundu, Maindombe, oui, c'est-à-dire la province de Maindombe et Kinshasa, mais aussi la grande province orientale. Quand vous prenez la voie fluviale Kasaï, de Kinshasa jusqu'à Ilebo, vous avez combien? Vous avez Kinshasa, vous avez Maindombe comme province, vous avez la province du Kwilu, ma province d'origine, et vous avez la province du Kasaï. Donc vous avez encore 4. Et lorsque vous allez sur la voie routière, si vous reliez Kinshasa, comme ce qui est en train d'être fait, Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, comptez combien de provinces, de kilomètres de routes qui seront affectées. Donc bref, j'aimerais qu'on parle, que le gouvernement Samba puisse prendre comme préoccupation, dans le cas de la lutte contre la pauvreté, dans le cas du plan de développement de 3 ans qui nous reste, que nous puissions améliorer les conditions de nos routes, mais surtout mettre l'accent sur la voie fluviale, si vous voulez, et doter la RVF, la régie des voies, la voie fluviale, de moyens nécessaires pour qu'il y ait des balisages. Et lorsqu'il y a des balisages, moi j'ai toujours préféré cette voie parce qu'elle amène des produits de Kinshasa vers l'extérieur à un prix incomparable, hors concurrence, mais aussi l'inverse, de l'intérieur jusqu'à Kinshasa, d'autres provinces encore, et vous aurez des produits agricoles à des prix raisonnables. Les Congolais, vous savez, ce qu'ils ont toujours comme aliment, c'est les manioc et les maïs. Et c'est ces voies-là où on peut amener tout ça. Donc moi, je me dis, le gouvernement Samba, la première condition, c'est la paix à l'Est. La deuxième, l'ensemble des réformes qu'il faut prendre dans les différents secteurs de manière que l'argent, dans l'ensemble, entre dans la caisse de l'État. Le troisième, c'est de voir comment on peut, avec la présidence que nous bénéficions de l'Union africaine, c'est l'opportunité pour le Congo de sortir de l'extérieur, c'est de vendre notre pays. Et aussi, si on va très loin, lorsque je vous ai donné tous ces chiffres, à ce qui concerne le Nigeria qui est premier, suivi de l'Afrique du Sud, Égypte, Maroc, Algérie, ces 5 premiers pays, c'est qu'ils comptent sur quoi? Non pas seulement sur les recettes mobilisées par service des douanes, mais aussi ils ont des matières premières. Ça, il faut qu'on en parle. Parce que c'est le moment où jamais que le Congo, avec la présidence de l'Union, le président Fachi, d'éveiller pour que nous puissions revoir le code, notre code minier, parce que aujourd'hui le cobalt, le cuivre, c'est les matières aujourd'hui qui sont recherchées pratiquement partout, ou qui peut sincèrement, si vous voulez, profiter aux Congolais et non ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Ouais, vous avez tout dit, vous avez tout balayé. En 2-3 minutes, comment est-ce que vous pouvez conclure cette émission pour les personnes qui viennent de nous prendre en cours maintenant? En cours, oui. Moi je vais parler sur l'aspect politique. Oui. Parce que je constate quand même que, parce que pour que on attend pratiquement un mois plus, le gouvernement ne sort pas. Entre-temps, les pays sont dans la misère, dans la pauvreté. Et moi personnellement, si j'avais un conseil à donner, c'est qu'on ne pouvait pas aller réfléchir en termes de oui, comme on entend parler dans les médias et dans la presse. Un poste ministériel. Je crois que le sursaut que le président a fait, c'était qu'il faut qu'il y ait une solidarité nationale pour qu'on ait un gouvernement qui inclut tout le monde. Et comme ça doit inclure tout le monde, on ne peut pas quand même sortir en dehors de l'Assemblée nationale du Sénat. Je pense, comme on avait 24, ça c'était mon point de vue, comme on avait 24, il y a 24 regroupements, j'aurais bien voulu, au nom de la solidarité et de l'urgence et des priorités qui se passent, qu'on aurait pu avoir un gouvernement où on allait donner chaque regroupement un poste ministériel et qui restait les postes. C'est-à-dire que vous ne tenez pas compte du poids politique? Non. Et que ce qui restait,
qu'on pouvait par exemple se dire, bon voilà, qui a plus de députés, on peut lui donner 2 ou 3. Mais tel que je vois, et lorsque le Premier ministre lui-même parle de la géopolitique, je crois qu'on s'écarte un tout petit peu de la vision telle que cela a été tracé pour que tout le monde vienne au gouvernement, la société civile et tout ça. Parce que la société qui viendra au gouvernement, il a quel nombre de députés? Non. Donc, je crois que si le plus tôt possible, que chacun mette l'eau dans son vin, de manière qu'on accepte ceux qui seront choisis, qu'on ait un gouvernement de jeunes, hein, mais expérimentés et qui ont comme préoccupation, c'est l'amour du Congo, et nous puissions avoir. Et je vais dire encore un mot sur l'Est. Je crois que les priorités, comme je l'ai dit, c'est la paix. Il faut que le Congo se dote d'une armée républicaine, des hommes bien formés, voués au patriotisme, de manière que nos frères et sœurs de l'Est, nous puissions sortir de ces marasmes. De sorte que, et aussi un mot sur les assemblées provinciales, c'est vrai qu'ils ne sont pas payés, ça ce n'est pas l'objet de discussion aujourd'hui, et que nous puissions avoir finalement des gouverneurs responsables, qui sont voués pour, parce que n'oubliez pas que le Congo, c'est un tout, c'est un système. Donc, il ne faut pas seulement voir les premiers ministres. Pourquoi on parle de la décentralisation? Pourquoi on a parlé de décentralisation aujourd'hui? Pour que, finalement, que les développements puissent commencer à la base, au niveau de province, au lieu de commencer de penser toujours que tout doit venir de Kinshasa, tout doit venir de Fachi. Donc voilà un peu ce que je peux demander, surtout que maintenant nous n'avons pas une opposition qui pose de sérieux problèmes au gouvernement. Donc le gouvernement a toute la liberté, a toutes les possibilités de bien gérer. Donc je crois que voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Merci beaucoup, honorable Aldo, pour avoir répondu encore une fois à notre invitation. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci, encore une fois de plus, de l'attention que vous nous avez accordée. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.